Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire glaçante de Kate Bigley, une femme pleine de vie qui pensait simplement vivre un rendez-vous galant, mais qui ne reverra jamais sa famille. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'homme en face d'elle avait des intentions bien plus sombres. Une nuit, un trajet, une disparition, et bientôt une scène de crime au cœur d'une forêt anglaise. L'enquête qui va suivre est à la fois méthodique, troublante et révélatrice du danger que peut représenter un prédateur déguisé en homme charmant. Installez-vous confortablement car cette histoire est à la fois choquante mais surtout profondément triste. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons donc traiter du cas de Kate Bigley et j'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en abonnant juste en dessous, ce n'est toujours pas fait. Et sans plus tarder, c'est parti pour cette nouvelle affaire. Every fire department. Ma'am, are you still there? Ma'am, are you still there? On ne sait pas grand-chose sur la vie de Kate Bigley avant le drame qui lui est arrivé. Malgré mes recherches, je n'ai trouvé aucune date de naissance, rien sur son enfance, sur ses parents, ses frères et sœurs. Donc en fait, malheureusement, nous arrivons directement dans le futur lorsque la femme est déjà âgée d'une trentaine d'années. Kate Bigley incarne le type de réussite professionnelle et d'épanouissement personnel que beaucoup espèrent atteindre un jour. À seulement 32 ans, elle occupe déjà un poste à haute responsabilité. Elle dirige la conformité nationale chez Centrica, une entreprise de gaz cotée en bourse. Sa carrière prend une trajectoire ascendante impressionnante, reflet d'une rigueur intellectuelle et d'un investissement sans faille. Ses collègues remarquent rapidement sa précision, son implication constante et sa capacité à viser l'excellence dans toutes ses missions. Mais réduire Kate à son CV serait une grossière erreur parce que cette jeune femme rayonne aussi dans sa vie personnelle. Ses proches la décrivent comme le pilier de leur centre d'amis, une personne sur qui l'on peut compter à tout moment et dont la présence apaise et rassemble les cœurs. Avec son sourire sincère, sa générosité naturelle et sa loyauté indéfectible, elle tisse autour d'elle un réseau de relations solides. Kate aime explorer, découvrir et partir voyager. Elle choisit les expériences plutôt que les biens matériels, planifiant souvent un nouveau voyage avant même de revenir du précédent. La jeune femme habite à Walton-on-Sam, une banlieue paisible où l'on vit en confiance entre voisins soudés. Pourtant, cette tranquillité a été mise à mal quelques années plus tôt. En mars 2002, Millie Dollar, une adolescente âgée de 13 ans, a été enlevée puis assassinée. Pendant longtemps, cette affaire est restée non résolue. Et ce n'est qu'en 2011 que Levi Belfield est reconnu coupable du meurtre. Au printemps 2007, il circule encore librement, alors que le destin de Kate s'apprête à basculer. La jeune femme est célibataire, et bien qu'il n'y ait aucun problème à ça, Kate ne souhaite qu'une seule chose, rencontrer l'homme de sa vie. Et ça tombe bien, puisqu'elle va faire une rencontre. La rencontre qui va changer sa vie. Du moins, c'est ce qu'elle espère, et c'est même ce qu'il s'est passé, mais pas comme elle l'aurait souhaité. Quelques semaines avant le drame, Kate fait la connaissance de Carl Taylor au CC Club, un établissement plutôt branché situé à Piccadilly, au plein cœur de Londres. L'échange est assez bref, mais suffisamment engageant pour qu'il convienne d'un rendez-vous ultérieur afin d'apprendre à se connaître un petit peu plus et pourquoi pas avoir une relation. Très sollicitée, Kate sélectionne soigneusement les personnes avec qui elle passe du temps. Elle entretient une vie sociale dynamique tout en restant attentive à chacun de ses engagements. Ceux qui la connaissent assurent qu'elle ne disparaît jamais sans raison. Elle veille à informer ses proches de ses déplacements et de ses projets, même les plus anodins. Le 30 mai 2007 au soir, elle se prépare pour ce qui ressemble à un simple rendez-vous. Une occasion de discuter autour d'un verre dans un pub situé sur Richmond Hill. Elle rejoint les lieux au volant de sa Golf, une Volkswagen, sans se douter que cette soirée apparemment banale sera finalement la dernière de sa vie. Elle ignore aussi que l'homme qu'elle va retrouver dissimule une intention sinistre derrière son allure avenante. Lorsqu'elle pousse la porte du pub ce mercredi-là, elle arbore une tenue à la fois élégante et décontractée, parfaite pour une soirée conviviale. Carl Taylor, qu'elle a à peine croisé quelques semaines plus tôt, l'attend déjà. L'établissement bourdonne d'activités. Des employés décompressent après leur journée, des résidents discutent joyeusement et des touristes s'imprègnent de l'ambiance chaleureuse. Rien dans l'atmosphère ou dans le comportement de Kate
ne laissent présager le drame imminent. Un témoin, qui était présent ce soir-là au pub du Richmond Hill, signale plus tard un détail troublant aux enquêteurs. Il se souvient d'une scène étrange, et il a déclaré ceci. Dès qu'ils se sont installés à leur table, la jeune femme gardait la tête penchée, concentrée sur son téléphone. Elle envoyait des messages sans lever les yeux. Il lui parlait, mais elle ne répondait pas vraiment. Ce comportement, interprété comme de la distraction ou du désintérêt, semble contrarier Carl Taylor. Pourtant, il est fort probable que Kate échange simplement avec des amis le tenant informé de sa situation, une habitude que de nombreuses femmes adoptent par précaution lorsqu'elles rencontrent un inconnu pour la première fois. Et elles ont bien raison. Après avoir terminé leur boisson, les deux quittent l'établissement et traversent la route en direction d'un sentier surélevé qui longe la Tamise. L'endroit, calme et romantique, offre une vue panoramique sur le fleuve et la ville au loin. Des bancs en bois, éparpillés le long du chemin, invitent à s'asseoir pour profiter de la douceur printanière. C'est sur l'un d'eux que le rendez-vous prend une tournure tragique. Ce que Kate ignore totalement, c'est que l'homme avec qui elle est actuellement en rendez-vous ne s'est pas rendu à un date par simple curiosité romantique. Il est venu avec des intentions cachées et surtout avec des armes soigneusement dissimulées. Dans sa manche, il a glissé une paire de ciseaux et dans sa poche, un couteau. Il les a apportés délibérément, ce qui indique d'ailleurs une préméditation glaçante. Assis côte à côte sur le banc, quelque chose, que ce soit un mot, un geste, un regard ou peut-être même juste le silence, semble déclencher chez lui une explosion de violence. L'attaque est soudaine, brutale et totalement déséquilibrée. Kate, prise au dépourvu, n'a ni le temps ni la possibilité de se défendre. L'homme, qui est bien plus grand et massif que la jeune femme, utilise le couteau avec une rage froide. Il la poignarde à répétition, que ce soit au visage, à la tête et même au niveau du cou. L'autopsie a d'ailleurs par la suite révélé plus de 30 blessures distinctes infligées avec la lame, un acte d'une violence extrême qui ne laisse place ni à l'erreur ni à la pitié. Plus tard, des traces de sang ont été retrouvées près du banc, sur les marches descendant vers le sentier et même sur les rampes de l'escalier menant au pub. Ces marques racontent une histoire muette, celle de la résistance désespérée de Kate, de ses tentatives d'échapper à l'agression, de la terreur silencieuse de ces derniers instants. Malgré tous ses efforts, elle n'est pas parvenue à fuir. En l'espace de quelques minutes, une femme brillante, appréciée et pleine d'avenir s'effondre sur l'herbe, assassinée au bord de la Tamise, dans l'un des endroits les plus paisibles de la capitale. Alors que la nuit tombe doucement sur Richmond Hill, Carl fait face à la conséquence de son acte. Et pourtant, il ne fuit pas en panique. Il ne cherche même pas de secours. Au contraire, il agit avec sang-froid. Il traîne le corps de Kate jusqu'à la voiture de cette dernière, donc la fameuse Volkswagen Golf, et la place dans le coffre. Puis, il prend la route, quittant la scène comme s'il savait déjà ce qu'il allait faire par la suite. Aux alentours de minuit, sa voiture est repérée sur le pont de Chiswick. Sa conduite plutôt erratique attire l'attention d'un policier, qui lance immédiatement une vérification rapide via l'ordinateur de bord, mais rien d'alarmant ne ressort à ce moment-là. Personne ne sait encore que Kate Bigley ne donnera plus jamais signe de vie, personne ne se doute qu'un meurtre vient d'être commis à seulement quelques kilomètres de là. Dans les heures qui suivent le meurtre, Carl Taylor n'exprime ni regret ni panique. Au lieu de ça, il adopte une posture froide et méthodique. Il ne semble absolument pas bouleversé par l'acte qu'il vient de commettre, et bien au contraire, il se concentre sur une seule chose, effacer ses traces afin de dissimuler son crime. Il agit d'ailleurs avec un calme presque mécanique. Fait troublant, il montre même un intérêt étrange pour les effets personnels de Kate. Plutôt que de les abandonner, il les garde avec lui, comme s'il cherchait à s'approprier une partie de sa victime. Le jeudi 31 mai 2007, donc le lendemain du meurtre, est une journée qui commence normalement pour les collègues de Kate Bigley chez Centrica. Rien ne laisse présager qu'un drame est en train de se jouer, mais très vite, l'absence de la jeune femme soulève plusieurs inquiétudes. Elle est connue pour sa ponctualité, sa rigueur professionnelle et surtout pour son sérieux. Ce n'est pas pour rien si à 32 ans, elle a déjà un poste haut placé. Elle ne manque jamais un rendez-vous sans prévenir et pourtant, ce jour-là, les heures passent et personne n'a de nouvelles d'elle. Lorsqu'elle ne se présente pas à une réunion prévue, l'inquiétude gagne du terrain, aussi bien chez ses collègues que dans son cercle personnel. Dans l'après-midi, son père, Alan Bigley, commence à s'alarmer sérieusement. L'absence de réponse à ses appels et ses messages l'inquiète profondément, et il décide alors de se rendre directement chez elle.
Lorsqu'il passe la porte de la maison de sa fille, il se retrouve dans une maison qui est silencieuse, parfaitement en ordre, où rien ne semble anormal à première vue, aucun signe d'effraction, ni même de lutte. Mais l'absence totale d'indices sur les allées et venues de sa fille l'angoisse profondément. Ce silence, inhabituel et pesant, le pousse à agir, alors il contacte immédiatement la police et déclare la disparition de Kate. Ce signalement marque le début d'une enquête qui va rapidement prendre de l'ampleur. Au départ, la réaction des forces de l'ordre reste assez mesurée. Lorsqu'il s'agit d'adultes, les disparitions ne déclenchent pas toujours une mobilisation immédiate. Il n'est pas rare que des personnes choisissent de s'isoler un moment ou de partir sans prévenir quiconque. Toutefois, dans le cas de Kate, plusieurs éléments alertent très vite les enquêteurs. Par exemple, son caractère très fiable, l'absence totale de communication depuis la veille et le fait qu'elle n'ait prévenu personne. Ce sont des signaux qui ne correspondent pas du tout à un simple besoin d'évasion. Les procédures classiques se mettent alors en place. La police contacte les hôpitaux, recueille les déclarations de la famille, des amis, des collègues, fouille le domicile de la victime. Et en parallèle, les proches de Kate, eux aussi, réagissent avec une efficacité remarquable. Très vite, ils lancent une campagne d'affichage dans tout le quartier. Les affiches de disparition envahissent les abribus, les vitrines et même les halls d'entrée. Un groupe Facebook est également créé, une initiative assez innovante pour l'époque, alors que les réseaux sociaux ne font que commencer à s'imposer. Grâce à cette plateforme, les informations circulent extrêmement vite, et les amis coordonnent alors les recherches avec une précision presque professionnelle. Tout est mis en œuvre pour retrouver la jeune femme le plus rapidement possible, et ils l'espèrent, en vie. L'enquête prend un tournant décisif lorsque des amis de Kate signalent à la police avoir reçu des SMS envoyés depuis le téléphone de cette dernière. Mais ces messages sonnent complètement faux. Le ton, les formulations, les mots utilisés, rien ne correspond au style habituel de Kate. Les messages de Kate, en l'occurrence, sont perçus comme froids, mécaniques et presque impersonnels. Ces anomalies éveillent immédiatement les soupçons, et une question essentielle se pose. Quelqu'un d'autre aurait-il son téléphone portable ? En fouillant plus attentivement chez elle, la police met la main sur un second téléphone portable. Ce détail les pousse alors à élargir leur analyse de ces communications. C'est là qu'ils découvrent une série de messages échangés avec un certain Carl, l'homme que Kate a prévu de rencontrer le soir où elle a disparu. Très peu de gens dans son entourage connaissent cet homme, ils savent seulement qu'elle l'a croisé dans un club londonien quelques semaines plus tôt. Cette piste s'annonce rapidement comme une pièce centrale de l'enquête. Les détectives de l'unité des personnes disparues ne tardent pas à remonter jusqu'à l'homme identifié dans les SMS de Kate. Ils appellent le numéro associé à ce mystérieux Carl, et à leur grande surprise, ils décrochent directement. À l'autre bout du fil, Carl Taylor confirme avoir eu rendez-vous avec Kate la veille. Il raconte qu'elle l'a déposé à Twickenham en fin de soirée, puis qu'il aurait pris un bus pour rentrer chez lui. Selon ses déclarations, ils se sont quittés en bons termes, et il ne l'a pas revu depuis. Mais son récit, il tient pas vraiment. Très vite, les incohérences s'accumulent. Par la suite, les enquêteurs se rendent chez la mère de ce dernier, qui leur livre en plus de ça une information plutôt inattendue. Elle leur explique que dans la nuit du 30 au 31 mai, son fils est rentré chez elle avec une Volkswagen Golf, affirmant qu'il l'avait empruntée à une femme ayant besoin d'un nettoyage complet afin de conduire ses enfants à l'école. Elle se souvient qu'il l'a briqué de fond en comble, avec un soin suspect, un détail qui interpelle les policiers. En creusant davantage, la police découvre que l'homme a offert à sa mère, ce matin-là, des bons d'achat. Et en les examinant, il réalise qu'ils proviennent en réalité de la boîte à gants de Kate. Et pire encore, il a vendu le téléphone de la jeune femme à l'un de ses amis et s'est même vanté auprès de lui de posséder une toute nouvelle voiture. Le comportement est non seulement cynique, mais aussi révélateur d'un mépris glaçant pour la vie qui vient tout juste de faucher. Et comme pour ajouter à l'absurdité du tableau, des images de vidéosurveillance montrent Carl s'arrêtant à une station-service pour faire le plein d'un seul et unique pound de carburant. C'est tout. Et ce geste illogique renforce encore une fois l'idée qu'il n'est pas le propriétaire légitime du véhicule et qu'il agit à la fois à la va-vite et aussi avec très peu de moyens. Parallèlement, les agents recoupent cette découverte avec une autre piste. Le témoignage d'un policier ayant vu, dans la nuit du 30 mai, une Golf conduite de manière erratique sur le pont de Chiswick, une direction opposée à celle du domicile de Kate. Ce détail offre un nouvel horodatage, crucial pour reconstituer la chronologie du drame.
Le dimanche 3 juin marque un tournant. L'enquête s'intensifie et les preuves s'empilent peu à peu. L'inspecteur en chef Mark Preston, épuisé mais déterminé, n'a pas fermé l'œil depuis plus de 24 heures. Carl est d'abord interpellé pour enlèvement, puis rapidement placé en garde à vue pour suspicion de meurtre. Et pourtant, il refuse de coopérer. Pendant les interrogatoires, il se mure dans un silence obstiné, répétant inlassablement « sans commentaire ». La police demande et obtient heureusement une prolongation de sa détention. Chaque minute supplémentaire dans cette enquête pourrait faire basculer cette dernière à tout moment. Et c'est d'ailleurs exactement ce qui se passe. Alors que l'agent Mark Preston vient à peine de rentrer chez lui pour se reposer un petit peu de cette folle enquête, il reçoit directement un appel de ses collègues. Carl Taylor vient d'avouer. Non seulement il reconnaît le meurtre de Kate Bigley, mais il propose de conduire lui-même les enquêteurs jusqu'à l'endroit où il a caché son corps. La nuit du dimanche au lundi s'ouvre alors sur une opération délicate. Un convoi de véhicules de police s'élance en direction d'Oxy Woods, une réserve naturelle nichée près de Watford. La scène est filmée du début à la fin pour conserver chaque élément de preuve pour le procès. Dans l'obscurité la plus totale, éclairée par les torches des agents, Carl guide des policiers à travers les sentiers boisés jusqu'à une parcelle dissimulée d'orties. Là, vers 3 heures du matin, l'horreur se matérialise. Le corps d'une jeune femme gît sur le sol, là où il l'a laissé, abandonné dans la terre froide d'un bois silencieux. Le corps de Kate repose nu, en position étrange, les bras légèrement écartés. Et lors de ses aveux, Carl affirme qu'il l'a spirituellement nettoyée et laissée ouverte aux étoiles. Une déclaration plutôt énigmatique, teintée de mysticisme, que les psychologues ne vont clairement pas ignorer pour le procès. Dès que le corps de la victime est découvert dans les bois d'Oxy, l'examen médico-légal commence sans attendre. En parallèle, les enquêteurs de la scène de crime bouclent la zone et entament un travail minutieux, presque chirurgical. Rien n'est laissé au hasard. Chaque brin d'herbe piétiné, chaque trace dans le sol, chaque fibre sur la dépouille est complètement scrutée. L'identification formelle du corps prend alors quelques jours, puisque la chaleur des derniers jours de mai a clairement accéléré sa décomposition, rendant la tâche plus complexe pour les experts. Par la suite, grâce au test ADN, le peu de doute qui restait s'efface. Il s'agit bien de Kate Bigley, c'est officiel. L'autopsie révèle alors l'horreur dans toute sa brutalité. Plus de 30 coups de couteau ont été portés à la tête, au cou et au visage, et le pire c'est que ce ne sont pas des gestes désordonnés, c'est un acharnement, un déferlement de violence incontrôlée, laissant penser à une rage froide ou une pulsion dévastatrice. Mais les enquêteurs ne s'arrêtent pas là. Dans un travail de fond exemplaire, ils parviennent à localiser l'arme du crime, un couteau que le meurtrier a jeté depuis sa voiture sur une portion d'autoroute. Ils retrouvent également des bouteilles d'eau dans son véhicule, utilisées pour se laver, ainsi que des vêtements maculés de sang. Sur la lame du couteau, le sang de Kate confirme le lien irréfutable entre l'homme et la scène du crime. Et chaque indice rapproche un peu plus les enquêteurs de la vérité. À l'approche de l'automne 2007, l'affaire prend un virage judiciaire. Le parquet rassemble les éléments pour traduire Carl Taylor devant la justice. Malgré ses aveux initiaux et la quantité accablante de preuves, l'accusé décide de plaider non coupable lors de son inculpation. Sa défense prend alors un tour absurde. Il prétend avoir agi en légitime défense, insinuant même que Kate se serait suicidée elle-même. Oui, il a osé. L'argument choque évidemment toute la salle d'audience, et même pour ses propres avocats, la ligne de défense est très difficile à tenir. Le procès s'ouvre alors à l'Old Bailey, célèbre tribunal londonien où sont jugées les affaires criminelles les plus graves du pays. La salle est évidemment remplie. Amis, collègues, membres de la famille, tout le monde est présent, résolu à faire face au monstre qui a ôté la vie de leurs filles, amis et collègues. Pour eux, il ne s'agit pas seulement de comprendre ce qui s'est passé, mais de voir enfin la justice rendre son verdict. L'accusation déroule alors un récit clair, appuyé par des preuves solides. On y apprend que Kate et Carl se sont rencontrés le 18 mai 2007 dans un club de Piccadilly. Ils échangent leur numéro et fixent un rendez-vous pour le 30 mai au pub Richmond Hill. Ce soir-là, selon les témoins présents, l'ambiance était donc pesante. Kate semble distante, peu investie dans la conversation.
Elle passe du temps sur son téléphone, probablement en train de demander de l'aide à des amis de l'aider à écourter le rendez-vous. Sur le plan médico-légal, les preuves sont plutôt accablantes. Le sang de Kate est retrouvé à plusieurs endroits. Au sol près du banc, sur des escaliers, sur les barres, autant de traces témoignant d'une lutte intense. La voiture de cette dernière, vue sur des caméras de surveillance, est conduite par l'accusé juste après la disparition. Dans le véhicule, on retrouve des objets lui appartenant, que ce dernier a même parfois offert à d'autres comme s'ils étaient les siens. L'arme du crime, jetée sur l'autoroute, porte aussi la marque sanglante de son acte. Mais c'est peut-être une lettre, écrite depuis sa cellule au poste de Stein, qui expose le mieux le désordre mental et la dangerosité de Carl Taylor. Dans un style décousu, entre mystique et philosophie de pacotille, il s'adresse à la famille de Kate. Il y écrit ceci. « J'aurais pu prendre la vie de votre fille, mais nous savons tous, certains d'entre nous plus que d'autres, que son cœur bat toujours dans le bien que nous faisons tous et que son âme vit avec tous les bons souvenirs d'elle. » Cette lettre, bien loin de pouvoir apaiser les parents, provoque un malaise profond. Elle trahit une tentative de justification morale et spirituelle d'un acte plus que monstrueux, comme si l'accusé cherchait à transcender son crime pour le doter d'une signification supérieure et de faire en sorte que finalement, c'est pas si grave. La lettre de Carl Taylor, récupérée par les autorités avant qu'elle ne parvienne à la famille Bigley, n'a jamais été transmise à ses destinataires et ils ont bien eu raison. Les enquêteurs, et plus tard le ministère du Public, ont estimé qu'elle ne contient rien qui pourrait apaiser leur douleur, bien au contraire. Ce texte, rédigé dans un langage confus et prétendument spirituel, ne montre aucun signe de remords. Cette tentative de redéfinir l'assassinat comme une forme d'élévation démontre à quel point l'homme est complètement déconnecté de la réalité, ou bien à quel point il tente désespérément de manipuler la perception de ses actes. Dans un moment saisissant du procès, l'accusation frappe à grands coups. L'un des avocats roule une simple feuille de papier, imitant grossièrement un couteau, et attend à Carl, lui demandant de démontrer devant le juge et le jury comment Kate aurait pu, comme le prétend sa défense, s'infliger à elle-même plus de 30 coups de couteau, tous concentrés au niveau du visage, de la tête et du cou. La scène, complètement grotesque et absurde, provoque une nouvelle fois dans la salle d'audience un malaise général. L'homme s'exécute, mimant maladroitement une attaque contre soi-même, et l'instant destiné à semer le doute devient finalement une démonstration accablante de l'incohérence de sa version des faits. Les observateurs dans la salle d'audience qualifient la scène de ridicule, certains même d'embarrassante. Mais ce n'est pas tout. Pendant le procès, un autre fait troublant est révélé. Durant sa détention à la prison de haute sécurité de Belmarsh, Carl s'est lié d'amitié avec deux autres meurtriers tristement célèbres. Levi Bellfield, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, qui a plus tard été reconnu coupable du meurtre de Millie Dollar, et Mark Dixie, l'assassin de Sally Ann Bowman. Laura Richards, ancienne responsable de l'unité de prévention des homicides à Scotland Yard, rapporte que ces trois hommes occupaient des cellules voisines et ont noué une relation plus qu'inquiétante. Ils auraient passé des heures et des heures à échanger des idées sur leurs procès respectifs, comparant leurs stratégies de défense, apprenant à manipuler les psychologues, se présentant mutuellement comme des âmes incomprises. Bref, une camaraderie morbide s'était formée, transformant le réel en un laboratoire d'illusions judiciaires. Lorsque toutes les preuves sont enfin exposées, le jury se retire pour délibérer. Il ne lui faut que 2 heures, une durée remarquablement courte pour une affaire de cette envergure, pour parvenir à une décision unanime. Coupable. Dès que le verdict est annoncé, la galerie publique éclate. Des applaudissements, des soupirs de soulagement et même des larmes. C'est une victoire, certes, mais une victoire douloureuse. Car aucune peine, aussi lourde soit-elle, ne pourra ramener Kate Bigley. Le juge Gilles Forrester rend sa sentence avec une fermeté glaçante. Il condamne Carl Taylor à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 30 ans avant toute possibilité de libération conditionnelle. Ces mots frappent avec une précision chirurgicale. Je suis convaincu qu'il s'agit d'un meurtre motivé par l'intérêt. Vous êtes allé à ce rendez-vous armé d'un couteau. Kate Bigley ne faisait rien d'autre que vous offrir une forme d'amitié. Vous avez profité de sa vulnérabilité pour satisfaire vos propres besoins. Lorsque Carl tente d'interrompre en criant qu'il ne l'a pas fait, le juge ne bronche pas. Il continue d'une voix posée mais implacable en déclarant ceci. L'utilisation du couteau était préméditée.
vous l'aviez dissimulé sur vous. Et après avoir commis cet acte atroce, vous avez caché son corps de manière ignoble. Vous êtes arrogant, manipulateur et extrêmement dangereux. À la sortie du tribunal, un silence pesant s'installe. Puis, Alan Bigley, le père de Kate, s'adresse brièvement à la presse. Sa voix est calme, mais ses yeux trahissent une douleur insondable. Je parle au nom de notre famille. Nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Nous avons été dévastés. La vie semble désormais vide, dénuée de sens, sans Kate. Des années ont passé depuis le procès de Carl Taylor. La vie a repris son cours, comme elle le fait toujours, mais pour les proches de Kate Bigley, rien n'est jamais redevenu comme avant. Sa famille, ses amis et ses collègues, tous ceux qui l'ont aimé finalement, continuent de porter l'empreinte de sa disparition. Ce vide silencieux, mais constant, accompagne chaque anniversaire, chaque Noël, chaque moment où il aurait dû être là. Son père, Alan, s'est longtemps battu pour ne pas sombrer dans la colère ou le désespoir. Il s'est tourné vers le souvenir de sa fille, vers la lumière qu'elle représentait pour tant de gens, pour trouver un sens à l'inacceptable. Il a participé à plusieurs événements caritatifs en son nom et a soutenu des campagnes de sensibilisation sur les violences faites aux femmes, espérant que son histoire puisse au moins empêcher d'autres drames. Dans une rare interview, il a confié ceci. « Le deuil ne s'efface pas, il change de forme, on apprend à vivre avec, mais on ne guérit jamais. » Kate Bigley, âgée de 32 ans, était une jeune femme pleine de vie, appréciée pour sa gentillesse, sa douceur, mais également son intelligence. Et c'est peut-être ce qui rend cette tragédie encore plus insoutenable. Elle était simplement une femme banale qui cherchait à faire une belle rencontre. Elle n'a rien fait de mal, elle est juste tombée sur la mauvaise personne. Carl Taylor, quant à lui, purge toujours sa peine dans une prison britannique de haute sécurité. Il n'a jamais montré de véritable remords, et les psychiatres l'ont décrit comme un manipulateur égocentrique et dangereux. Sa demande d'appel a heureusement été refusée, et il ne sera pas éligible à une libération conditionnelle avant 2037, et même alors, rien ne garantit qu'il sortira un jour. L'histoire de Kate Bigley nous rappelle à quel point certaines rencontres peuvent basculer dans l'horreur en un seul instant. Mais avant de finir cette histoire, évidemment, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Selon vous, est-ce que Carl Taylor était un prédateur dès le départ, ou il a simplement perdu le contrôle cette nuit-là? Est-ce qu'il avait vraiment l'intention de la tuer dès qu'il est venu, ou peut-être le manque d'intérêt de la jeune femme qui l'a fait complètement perdre le contrôle? Alors évidemment, dans un cas comme dans l'autre, ça ne justifie en rien son meurtre. Dans tous les cas, heureusement qu'il est en prison et il a eu la peine qu'il méritait. C'est juste pour connaître votre avis. Quoi qu'il en soit, le but n'est absolument pas de défendre cet homme, loin de là. J'espère en tout cas que cette affaire était encore inconnue pour vous, et si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en abonnant juste en dessous si ce n'est toujours pas fait. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle affaire. Prenez soin de vous, bonne soirée, bye.